Salut à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans Questions au Sénateur. On est mercredi, il est 17h et comme toutes les semaines, c'est votre rendez-vous sur Acropolis avec Public Sénat où on va discuter pendant une heure avec un sénateur. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Jean-François Husson. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien. Bien installé, tout va bien. Cool, détendu. On est bien ici. Oui, inhabituel, c'est bien. Inhabituel? Ouais. Tant mieux. Tant mieux. Pour nous, en tout cas, c'est habituel. On est très content de vous retrouver dans cette émission en direct qu'on a pensé avec vous et on va répondre à vos questions. Bonjour à vous, le chat. N'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour apprendre ensemble à connaître Jean-François Husson, discuter avec lui de l'actualité, de ses travaux à l'Assemblée nationale et de discuter de tout ça avec vous. Plutôt au Sénat. J'ai dit quoi? À l'Assemblée nationale. C'est pas vrai. Ah ben, je suis désolé. Excusez-moi, c'est là que c'est l'habitude de l'actualité. Vous sentez souvent que l'actualité, elle est plus fréquemment à l'Assemblée nationale qu'au Sénat ou pas? Non, mais assez souvent, même dans mon territoire, on me dit monsieur le député. Donc je dis toujours, faites attention. Moi, j'ai pas de soucis, mais quand on est avec des députés, voilà. Ouais, non, il y a toujours un petit sentiment de différence, voire de supériorité, ce qui n'est pas faux. Dans l'absolu, puisque le suffrage universel, c'est pas tout à fait la même chose que l'élection au deuxième degré. C'est les députés qui ont un sentiment de supériorité par rapport aux sénateurs? Oui, mais il est logique. Le suffrage universel leur donne une prééminence. Voilà, c'est la logique du bicamérisme également. D'accord, ok. On a un tout petit problème de micro, bougez pas, c'est en train de se régler. Ça va très très bien se passer. On a plein de choses à se dire, Jean-François Husson, et on va discuter de beaucoup de sujets, notamment parce que vous êtes très en pointe sur les sujets de l'environnement. Et ça, je sais que c'est un sujet qui intéresse particulièrement le public qui nous regarde. Mais avant ça, j'aimerais bien qu'on apprenne un peu à vous connaître. Et vous me disiez tout à l'heure, en dehors du studio, qu'avant de faire de la politique, vous avez souhaité avoir une vie, une vraie vie de vrai Français, dans une entreprise privée comme tout le monde. Oui, j'ai en fait, à l'issue de mon parcours universitaire et de Sciences Po à Paris, j'ai été pendant 5 ans, 3 ans, puis 2 ans, collaborateur de député. Et à ce moment-là, j'ai considéré que c'était pas ma voie. Voilà, c'est des métiers, c'est agréable, mais une fois qu'on a fait le tour, soit vous rentrez souvent dans des cabinets, etc. Mais c'est pas mon mode d'action. C'est compliqué. Vous dites pas la vérité. Vous dites la version que chacun veut entendre. Voilà. Je pense que je suis pas fait pour ça. Donc Sciences Po, collaborateur de député, et après je me suis dit la politique m'intéresse, mais j'ai aussi envie de me réaliser d'abord. Et donc j'ai repris un cabinet d'assurance alors que j'avais évidemment j'étais pas du tout parti à l'origine dans cet esprit, donc une formation assez rapide. J'ai d'ailleurs, j'en garde un très bon souvenir. Pourquoi? Parce que la compagnie dans laquelle je suis rentré à l'époque était la dernière compagnie privée familiale, et de travailler pour des gens avec évidemment une certaine fortune. Je peux vous demander quelle compagnie d'assurance? À l'époque, c'était le Lloyd Continental. C'est une compagnie familiale qui est à Roubaix. C'est la famille Verspiren. Voilà. D'accord, ok. Et ensuite, ça a été Société Suisse France, puis Swiss Life. Et puis, il y a eu un parcours. Donc, je suis revenu en politique à partir de 98, parce que j'ai repris mon affaire en 91. Et puis, en 2011, j'ai eu l'opportunité, et puis je suis sorti du rang pour essayer de décrocher un mandat parlementaire au Sénat, et ça a réussi. Donc j'ai continué d'exercer pendant encore 1 an, puisqu'il fallait transmettre mon cabinet. Voilà. Donc, mais je regrette pas. Il y a beaucoup de similitudes dans l'attention qu'on porte aux autres et quelque part dans le sentiment de travailler étroitement avec celles et ceux pour lesquels on est mandaté, qui sont vos clients. On retrouve ça dans la vie publique, en ce qui me concerne. D'accord. Du coup, la politique vous a rattrapé et vous êtes retourné, si je puis dire, en politique 20 ans plus tard. Ouais, en fait, elle ne m'avait jamais vraiment quitté. C'est-à-dire, vous la viviez comment? Il y a 2 choses. Une petite anecdote. Moi, je viens d'un petit village, 50 habitants. Donc, vous voyez, à Paris, ça ne veut plus rien dire. Et sur les 6 enfants, moi, j'étais celui qui avait un peu le virus. Je codais des affiches déjà quand j'étais gosse. Je recevais les affiches en mairie. Voilà. Et puis, je n'ai jamais quitté parce que l'engagement dans la vie publique et l'engagement de manière générale fait partie de mes valeurs. Voilà. Donc j'ai fait beaucoup de sport, j'ai fait un peu de scoutisme, j'ai fait des colos, voilà. Et donc je pense que c'est un trait de caractère, et je me suis notamment, j'ai hésité un moment à m'engager plus avant dans mon syndicat professionnel, mais il y avait un petit plus pour la politique. Donc dans un coin de ma tête,
je me disais peut-être qu'il y aura une solution. Et donc c'est sur votre territoire, celui de Nancy, voilà. La Meurthe-et-Moselle, que vous êtes engagé. Voilà, finalement par un hasard, puisque en 98, le député pour lequel j'avais travaillé à Nancy, Claude Gaillard, s'est trouvé dans une situation où il était tête de liste aux élections régionales, et évidemment, ayant gagné, il devait abandonner son mandat de conseiller général, donc départemental, on dirait aujourd'hui. Et là, je n'étais, entre guillemets, j'avais aucun mandat, j'étais inconnu, mais à la fois, je pense, son parrainage. Et puis, mine de rien, il s'est avéré que j'étais un peu plus connu que ça. Donc, ça m'a souri. Voilà. Puis après, il faut continuer le travail. Ok, d'accord. Et donc, du coup, c'est votre deuxième mandat de deuxième sénateur. Mandat de sénateur, oui, parce qu'en 2011, j'ai dû faire ce qu'on appelle dissidence. Moi, j'ai dit, je suis sorti du rang, voilà, parce que il n'est pas toujours facile quand on a des listes, c'est la parité. Il se trouvait que j'avais un collègue avec qui on a fait liste commune en 2017, donc là, j'ai proposé en tous les cas aux grands électeurs de Meurthe-et-Moselle ma candidature, et c'est passé d'un cheveu, mais c'est passé. Il y a quelque chose qui a changé entre le mandat que vous avez fait avant et le deuxième ? Il y a une chose fondamentale qui a changé, vous allez voir, on est dans un climat politique inédit. L'élection d'un président de la République dans un climat inédit, d'un président inédit, et donc d'un Sénat qui aujourd'hui prend beaucoup plus d'importance et surtout de lumière par l'exercice même du nouveau pouvoir. Voilà. Dans l'équilibre des pouvoirs de la Ve République, c'est la première fois où le Sénat est autant regardé, prend autant d'importance. Voilà, je le dirais, c'est radicalement différent. Ça n'a plus rien à voir avec le premier mandat. Moi, j'avais eu la singularité quand même de voir le Sénat basculer quand je suis arrivé. Mais oui, à gauche. Ce qui paraissait impossible. Ah oui, ça fait quelques siècles que c'est. On disait, voilà, tout le monde avait dit, il faut le supprimer. De toute façon, voilà, c'est une assemblée d'hier, conservatrice, la France d'avant-hier. Enfin voilà, ça sent la naphtaline. Ben non, oui. À la fois, la gauche a gagné, puis a perdu. Et aujourd'hui, je pense, moi, que le Sénat justifie pleinement à la fois son existence. Vous savez, la vie... de manière générale, c'est de se construire avec des équilibres. Ouais. Mais on va en parler de ça, je suis sûr, parce qu'il y a souvent beaucoup de questions dans cette émission sur l'avenir du Sénat. La réforme institutionnelle nous fait réfléchir à la question de l'équilibre entre les deux chambres, le présidentialisme, etc. On va peut-être avoir l'occasion d'en parler. Avant ça, je voudrais revenir sur vous et sur votre parcours. Vous me disiez tout à l'heure aussi hors antenne que c'était très important pour vous d'avoir eu une expérience dans le privé pour ne pas vivre complètement de la politique et ressembler finalement à tous les autres. Oui, d'abord parce que à chacun de mes mandats, j'ai toujours dit que j'avais un métier et que je continuerai d'exercer mon activité professionnelle. D'accord. Voilà, parce que moi j'ai un principe, quand je pense qu'il faut qu'il y ait un contrat. Le contrat, il est moral, avant tout. Après, on connaît vos couleurs, vos sensibilités. Et la deuxième chose, c'est que quand je me suis présenté en 2011, j'ai dit, si je suis élu, je cesserai mon activité professionnelle. Ce qui est, pour certains, ils vont dire, c'est des nababs. Non, faut tout oublier là. Voilà, c'est un saut dans l'inconnu, c'est une nouvelle prise de risque. Et dans cette prise de risque, je pense tous les jours que mon mandat peut s'arrêter au prochain renouvellement, soit parce que je n'aurai pas la confiance des électeurs, soit parce que je voudrais faire autre chose. Ça me permet à la fois de garder les pieds sur terre et d'avoir envie de continuer à donner le meilleur chaque jour. À propos de spécialisation dans la vie politique, qu'est-ce que vous pensez du dernier remaniement ? Depuis 3 jours, on a notamment de nouveaux ministres qui viennent des proches collaborateurs du président de la République. Est-ce que c'est une technocratie, la Macronie, pour vous ? C'est assez inédit, en fait. Ça s'est fait, alors je pense, la veille du 1er avril, pour qu'on ne croie pas un poisson. Ça s'est fait en catimini peu avant le 20h. Effectivement, 2 des 3 nominés sont ou étaient des collaborateurs proches d'Emmanuel Macron. Moi, ça m'inquiète d'un certain coup. Tant mieux pour celles et ceux qui sont ministres, hein. Mais ça me préoccupe, voire ça m'attriste ça intervient dans un climat politique, là encore inédit. On n'a jamais vu sous la Ve République, mais depuis longtemps d'ailleurs, on a l'impression de revenir au temps des cahiers de doléances, des états généraux de ceci ou de cela. Et là, on a le sentiment que pendant cette période complexe dont d'ailleurs on ne voit encore pas l'issue, eh bien on met les derniers plus proches coéquipiers, collaborateurs.
enfin, je dirais psychologiquement et politiquement, c'est surprenant. Voilà. D'accord. J'ai plein de questions qui ont été posées dans le chat. Il y a Alors10 qui vous demande est-ce que vous êtes favorable à la fusion du département de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle ? On peut avoir des coopérations entre départements. Je ne sais pas s'il faut agrandir les périmètres des départements. D'accord. Je vais donner un exemple. Ouais. Les régions. Nous, il se trouve qu'on a une région, moi je suis dans le Grand Est. Sur un coin de table à l'Élysée, à l'époque, François Hollande a dit tiens, la Champagne-Ardenne et l'Alsace vont se mettre avec la Lorraine, ça va faire une grande région parce qu'il faut un grand nombre d'habitants, plus grande que la Belgique, plus grand que la Finlande. Le problème, c'est pas la taille, le problème, c'est les compétences et c'est les moyens. Donc c'est un vrai sujet, et donc je pense qu'il faut à la fois avoir une vision stratégique pour son pays, et il faut pouvoir travailler en proximité. D'accord. Voilà, donc Ok. Juste un message, si la régie pouvait me mettre le chat en face des yeux, ce serait absolument génial, comme ça je pourrais être encore mieux rebondir sur les questions. Avant de rejoindre le groupe UMP qui est devenu les Républicains au Sénat, vous avez été un non-inscrit. Un non-inscrit, un indépendant. Pourquoi vous avez passé le pas ? Non, parce que j'étais à l'époque UMP, et parce que comme je suis sorti du rang pour me présenter, j'ai eu maille à partir avec les instances. Vous êtes présenté contre le parti. Voilà. Et donc, ça fait partie, je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut, ça fait partie de mon trait de caractère. J'ai pensé qu'à partir du moment où j'avais été, je dirais, malmené, quelque part sali, moi, quand je fais une campagne, je fais ma campagne, je propose mon projet, je ne suis pas là pour dénigrer les autres. Vous savez, la vie, c'est autre chose. Voilà, il y avait eu à l'époque je dirais, des mauvais comportements. Donc, je considérais qu'il fallait passer un peu par un sas que j'appelais de décontamination. D'accord. On a une question de la part de Tsar 333 qui vous demande ce que vous pensez de l'évolution des Républicains vers la droite dure, tendance Wauquiez-Bellamy, plutôt que vers la droite modérée, entre guillemets, Pécresse-Bertrand. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, il s'avère que... Alors, sur Bellamy, je pense qu'on va découvrir un profil nouveau, c'est-à-dire un jeune qui a de la profondeur, qui a de la fraîcheur, alors qu'il y a des idées, certaines qui dérangent, d'autres qui vont surprendre, mais dans les deux sens. Ça vous dérange, vous, ces idées sur l'avortement, par exemple ? Sur l'avortement, je suis... alors, il a eu l'occasion de s'expliquer. Moi, je suis d'origine UDF. Ouais. Voilà, pour les jeunes, ça parle pas. Non, ça parle pas. Voilà. Si vous pouvez nous préciser ce que ça veut dire d'origine UDF. C'est-à-dire, c'est une droite ouverte, modérée, une droite de progrès, et surtout qui accorde une importance, je dirais, à la place des femmes et des hommes dans la société. En fait, notre projet, c'est un projet teinté d'humanisme et de modernité. D'accord. Et donc du coup, ça rend pas ça incompatible avec le fait de soutenir Bellamy, la ligne Wauquiez ? Non, mais moi je vais vous dire, il se trouve que je suis engagé auprès de Libre avec Valérie Pécresse, comment il s'appelle, Xavier Bertrand, on a exercé le même métier. Bon, alors évidemment, il a un très beau parcours. Je pense qu'il y a plein de talents. Et on ne va pas aujourd'hui, la droite, je dirais, il y a eu une espèce d'explosion, il y a une telle diversité, il faut reconstruire. Et il faut entendre tout le monde. D'accord, ok. Vous avez beaucoup travaillé sur la question de la qualité de l'air et de l'environnement. Et récemment, ces dernières semaines, vous avez salué les marches pour le climat. Les marches pour le climat, ces jeunes qui se mettent en grève, qui ne vont plus à l'école pour défendre le climat, ça vous inspire quoi ? Vous soutenez ce mouvement ? Alors, moi, je soutiens tout ce qui va vers une évolution, voire une révolution des comportements, des mentalités, des modes de faire. Que ça touche la vie de tout un chacun en tant que citoyen, que ce soit l'entreprise, que ce soit l'agriculture. Moi, j'ai mon frère qui est agriculteur, donc je suis ça toujours d'assez près, parce que je pense que ces sujets, ils touchent finalement à la vie et à la destinée collective qu'on doit... je dirais qu'on doit accompagner, qu'on doit favoriser. Et donc les enjeux écologiques et environnementaux, ils ont ceci d'important, c'est qu'on peut avoir une vision, un rêve, à la fois planétaire et de proximité. Et ça, c'est formidable. Et quand je suis allé, je vais vous dire, moi, quand je suis allé à Nancy à la marche pour le climat, d'abord, ça m'a surpris un certain nombre, parce qu'on connaît, il y a ceux qui ne vous connaissent pas, vous êtes des anonymes, mais finalement, cette marche pour le climat, elle était bon enfant, elle était dans une ambiance plutôt festive et joyeuse, elle était, pour être tout à fait honnête, plutôt de sensibilité de gauche, voire très à gauche, mais si on veut avancer, il faut travailler ensemble, je dirais, au-delà de nos sensibilités. Donc un sénateur, les Républicains, a sa place dans une marche pour le climat ?
Ben moi, j'ai considéré en tous les cas, et ça s'est très bien passé, moi je vous le redis, il faut donner sa marque, il faut s'impliquer. Et puis après, vous êtes jugé sur ce que vous êtes, ce que vous portez, sur vos valeurs, sur la sincérité de votre engagement, sur votre authenticité. Moi, ça a toujours été un peu ma signature. Quand je me suis présenté à toutes mes élections, je dis, moi, je veux simplement vous dire quelques mots, 4. Je vais être simple et direct, authentique et sincère. Prenez-moi pour qui je suis, faites-moi confiance. Si ça vous convient pas, vous me le dites, je corrigerai, j'améliorerai, je reculerai, j'avancerai. Simple, direct, authentique et sincère. Ouais. Ça, c'est votre signature, c'est votre marque de fabrique. Ça vous différencie des autres sénateurs, selon vous? Je ne sais pas, c'est mon tempérament. Voilà, alors, ça se traduit comment par rapport aux autres? Ça se traduit que j'essaye de pas considérer que je suis celui que je ne suis pas, en fait. C'est-à-dire qu'il faut garder le sens des réalités des choses. Il faut essayer de vivre, je dirais, à la fois sobrement. Alors, on a on va se le dire, des facilités à droite ou à gauche. On vous fait des courbettes, voilà. Puis vous êtes dans la société une personnalité par le statut que vous avez, mais le statut ne doit pas faire de vous quelqu'un de différent, d'autant, de méprisant. C'est tout le contraire. Vous avez une obligation plus importante de regard et d'attention portée à tous et à chacun, et notamment à celles et ceux qui sont parfois en difficulté. Finalement, je le redis, c'est le sens de la vie. D'accord. Il y a une question de Célan31 dans le chat qui vous demande, est-ce que l'on peut penser la question écologique avec un objectif de croissance pour un pays, ou est-ce qu'il faut changer de paradigme? Dans la question, je pense que elle est quasiment, enfin la question, me semble-t-il, il faut changer la croissance. On peut être dans la décroissance. Moi, je ne crois pas. Alors, donc, c'est-à-dire, je pense. Comment on fait pour être pour la croissance et pour l'écologie? Parce que je pense c'est là où je dis, il faut changer le paradigme et le logiciel. Aujourd'hui, par exemple, quand vous regardez, je vais vous prendre un exemple, parce que ayant été pendant une quinzaine d'années en responsabilité sur les enjeux d'environnement, et je vais prendre un exemple, c'est les déchets. Aujourd'hui, vous avez, alors on a différentes formules, mais politique de gestion des déchets, à un moment donné, c'était, il y a une taxe d'enlèvement des ordures ménagères, et on l'augmente, mais elle augmente moins, plus vous triez, etc. Et en fait, c'était quoi l'objectif pour moi? C'était d'inverser la tendance à une augmentation inexorable. Et quand j'ai pris la responsabilité des sujets environnementaux, moi, sur le Grand Nancy, qui est aujourd'hui une métropole, on me prédisait, puisque nous on incinère, l'installation d'un 3e four pour traiter, incinérer les déchets. Parce qu'on me disait, ça monte inexorablement. C'est l'inverse qui s'est passé. Pourquoi? Parce qu'on a cherché à valoriser plus le verre, le papier, sur les déchets verts qu'on brûlait des déchets verts, les tonnes de gazon. Le gazon, c'est 80% d'eau. Brûler de l'eau, vous m'expliquerez, je ne suis pas un grand scientifique, mais on voit bien que c'est quand même assez déconnant. Eh bien, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait du compostage, et on rendait le compost gratuitement dans chaque commune pour les habitants. Mais je vais vous dire, c'est ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut passer d'une économie de déchets à une économie de produits. Et il faut rendre le cercle vertueux en valorisant. C'est ça qui est génial. Et donc, il faut inventer des nouveaux modes de faire, il faut revaloriser, il faut recycler. C'est tout ça qu'il faut regarder. Il faut arrêter de jeter. Autant je pense que je vous comprends au niveau local, autant j'ai du mal à voir comment ça se traduit dans une politique nationale. Mais dans une politique nationale, je pense qu'on doit avoir la même logique. J'étais rapporteur du projet de loi Pacte. Ouais. Et aujourd'hui, par exemple, sur la finance solidaire... On rappelle pour ceux qui nous écoutent le projet de loi sur la croissance des entreprises. Voilà, c'est ça. L'idée, c'était d'encourager la finance verte, la finance solidaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a de plus en plus de Français qui souhaitent, même dans leur placement, donner du sens au placement, donner une valeur, en disant, même si on a moins de rentabilité, si ça peut servir à recréer des chaînes de solidarité, à redonner une place à chacun, nous on est prêts, voilà, c'est une manière de contribuer. Eh bien, on a ouvert beaucoup plus dans l'assurance, dans les placements, dans l'épargne, cette possibilité. Et c'est là où on a les valeurs, alors, il y a les valeurs de l'économie, parce qu'il faut continuer d'être compétitif. Et si on est compétitif parce qu'on est un pays qui portera plus haut, plus fort et plus loin l'ambition écologique, l'ambition de ce que je vais appeler la valeur ajoutée environnementale, la plus-value environnementale, tout ça, pour moi, ce n'est pas des gros mots. Il faut être performant dans l'environnement à tout point de vue. Il faut réduire les pesticides ici, il faut réduire les pollutions, parce que
tous ces enjeux, ils se rejoignent à la fois parce qu'il faut de la croissance, il faut créer de l'emploi, et puis il faut aussi protéger la santé de tout un chacun, et enfin, il faut être performant. Mais moi, si demain, dans un territoire ou si mon pays, par ces mutations et parce que les entreprises, la recherche, l'innovation, la performance, on a cette envie, mais moi je suis le plus heureux des hommes, c'est une telle ambition qu'il faut surtout, enfin, il ne faut pas ménager ses efforts. On a de plus en plus de questions qui arrivent dans le chat sur ces questions d'environnement. Je suis très content. Bienvenue à toutes celles et à tous ceux d'ailleurs qui nous rejoignent. On est toujours en direct avec Public Sénat et Acropolis dans cette émission Questions aux sénateurs. Et aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Jean-François Husson. Vous avez repéré quelque chose dans le chat ? Oui, je vois qu'il y a un projet plus ou moins controversé d'augmentation de la capacité de l'autoroute A31, voire de créer une nouvelle portion entre Nancy. Oula, ça a l'air précis ça comme question, voilà. C'est local. Oui, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est visible. Alors, en gros, hein, c'est de Luxembourg à Nancy. Après, on va sur Toul et on descend sur Lyon. Ouais. C'est ce qu'on appelle un peu le sillon. Alors, c'est le sillon lorrain. Ouais. Là, on a un souci on arrive à la fin de la capacité de cette autoroute où il y a beaucoup de transit. D'accord. Il y a un double sujet. Je dirais un engorgement et la traversée des poids lourds étrangers. Alors c'est un sujet parce que l'Allemagne, le long du Rhin, les fait passer aujourd'hui dans le sillon alsacien. Et dans le projet de loi actuellement débattu au Sénat, il n'est pas impossible que ça nous amène, là encore parce qu'il y aurait une écotaxe, à nous les balancer, on va le dire comme ça, sur le sillon lorrain. Ah. Donc c'est chiant ça. Il y a un sujet parce que le sujet c'est quoi ? C'est les camions qui viennent de l'étranger, qui finalement utilisent nos infrastructures, sans qu'il y ait de contrepartie à l'entretien, etc. Donc c'est un sujet sur l'entretien, c'est un sujet sur les effets environnementaux de pollution de l'air et de bruit. C'est-à-dire que l'écotaxe alsacienne va créer plus de pollution en Lorraine. Elle risque, puisque pour l'instant c'est Allemagne aux dépens de l'Alsace, et demain ça risque d'être Allemagne et Alsace aux dépens des Lorrains. C'est vachement intéressant comme sujet. Donc vous travaillez là-dessus. Oui, je travaille là-dessus et justement sur ce débat-là, à proximité immédiate de l'agglomération d'Ancennes, sur un secteur autoroutier qui est aujourd'hui limité à 110 à l'heure, puis à 90, j'ai proposé qu'on passe à 90 et à 70. On me dit que je suis fou, je suis pas fou. Moi, je pense à la santé de celles et ceux qui habitent à proximité. Donc, on a besoin, je pense, de murs anti-bruit. On réduit la pollution parce que si vous allez moins vite. Et puis, en plus, je pense que le jour où on change les revêtements, il faut qu'ils soient qui piège davantage le son. Enfin, je crois qu'on ne peut pas considérer que on ne peut pas réparer des erreurs ou des équipements d'hier. Vous parlez beaucoup de santé en lien avec l'environnement et en 2015, vous avez été le président de la commission d'enquête du Sénat sur la pollution de l'air. Le coût économique et financier. Le coût économique et financier, pour être précis, de la pollution de l'air. Récemment, on en a beaucoup entendu parler de la pollution de l'air. Je pense à Strasbourg, je pense à Paris, les écoles à Paris, je pense dans le Finistère qui a été mis en vigilance, je crois, sur la pollution. Vous avez l'impression qu'on va dans le mur sur le sujet de la pollution de l'air ? En tous les cas, on avance trop lentement. Je vais vous donner, pour marquer les choses, quand on a créé cette commission d'enquête, c'était à l'initiative des Verts à l'époque. Ouais. Dont au passage, d'ailleurs, sur l'écologie, je pense que l'écologie ne doit pas être ni dogmatique, ni politique politisée. Vous voyez, il n'existe plus aujourd'hui en tant que groupe politique, ni à l'Assemblée, ni au Sénat. Ouais. Voilà. Je pense qu'on doit tous changer de modèle et donc s'imprégner des valeurs de l'écologie. À l'époque, on nous disait, mais c'est une verte avec un républicain, jamais ça donnera rien, etc. On a rendu un rapport de commission d'enquête avec 61 recommandations adoptées à l'unanimité. Tout le Sénat a voté. Toute tendance politique. Toute tendance. Les communistes aux républicains, tout le monde a été d'accord. Sans aucun. Alors, juste souvent, vous avez des petits codicilles, une petite contribution des groupes pour expliquer qu'on est d'accord, mais pas tout à fait. Rien. Unanimité. Résultat, la ministre à l'époque dit ce truc c'est nul. Puis, jour après, elle dit non, on va faire des propositions très vite. Puis, il ne s'est rien passé. C'était Ségolène Royal. J'étais en train de chercher dans ma tête. Et puis, au mois d'août de la même année, il y a eu le Dieselgate aux États-Unis, où en fait, des associations voulaient démontrer que le diesel devait être encouragé aux États-Unis. C'est ça le début de l'histoire. Et en fait, c'est en découvrant les malversations, je vais le dire comme ça, que tout s'est enchaîné. Mais Et le Sénat avait déjà fait le boulot, en fait. On a fait du boulot, mais malheureusement, il n'est pas mis à profit. Aucun des ministres successifs, ils sont 4, n'a pris la peine, le temps de nous recevoir pour dialoguer sur le sujet. Aucun. Je les ai tous interpellés, y compris en question d'actualité du gouvernement. J'ai remis les rapports.
c'est même pas une femme de non-recevoir, c'est un manque de courtoisie. Et surtout, pour moi, c'est préoccupant. Je pense que la politique, ça n'est pas que du marketing. Enfin, moi, si je m'engage en politique, voilà, j'essaie de me battre sur un certain nombre de sujets, de faire bouger les choses. Et à chaque fois que ça bouge dans le bon sens, je vous le dis, moi, quand c'est comme ça, à chaque fois, je suis un homme heureux. D'accord. Il y a Loxy dans le chat qui vous demande qu'est-ce que vous pensez du fait que Trump retire les États-Unis de l'accord de Paris ? Bon, c'est crétin, voilà. C'est dommage. Là aussi, je pense que c'est une faute politique. Les grands pays ont une responsabilité plus importante encore. Donc être dans le déni pour faire, je dirais, une forme de populisme, c'est pas bon. D'ailleurs, on sent bien quand même, je dirais, la montée globalement des violences, des formes de radicalisation dans les populations et dans les pays. Il faut s'en préoccuper. Ça n'est jamais un bon signe. Et il y a trop aujourd'hui de foyers de ce type-là dont on sent que voilà, ça monte progressivement. D'accord. Vous avez bossé, comme on l'a dit, sur la pollution de l'air, mais avant ça, en 2012, vous aviez aussi fait partie de la mission d'information parlementaire sur les pesticides. Oui, qui était présidée, je crois, par Sophie Primas. Très probablement, c'est pas moi qu'il faut le demander, mais sûrement. Et il y a Sarmac dans le chat qui vous demande: ne serait-il pas temps, monsieur le sénateur, de s'attaquer aux groupes agroalimentaires qui se sont accaparés le monde agricole au détriment du consommateur et des agriculteurs? Alors, il y a évidemment un travail à faire, mais comme je pense qu'il faut le faire en bonne intelligence, en se donnant des objectifs et surtout en étant dans une période de transition. Moi, c'est peut-être pas très bien, c'est peut-être pas très juste, mais je vais vous dire en une minute. Ouais. Je vais vous donner un exemple, il vaut ce qu'il vaut. Mon frère aîné, je vous l'ai dit, est agriculteur. Un jour, il a décidé de changer ses modes de pratique, ses polyculture élevage. Donc, il avait des vaches laitières, il faisait de l'élevage de viande, et puis il faisait également des céréales. Et à ce moment-là, il a choisi de ne plus retourner la terre. Donc ça veut dire quand vous n'êtes pas paysan, ça parle pas, mais c'est le labourage. Il n'y a plus de labour. Voilà. Et un jour vous avez un camion qui vient dans la cour, il met tout ça et puis il s'en va et après on vous dit non, vous allez semer directement avec des nouveaux matériels pour préserver la terre, pour redonner une vie microbienne, etc. Et aujourd'hui, évidemment, la terre, il y a beaucoup de vers de terre, de lombriques, parce que c'est le travail de la nature qui se fait. Bon. Mais dans ce processus qui s'appelle de l'agriculture de conservation. Aujourd'hui, il y a quand même besoin, notamment, d'utiliser le fameux glyphosate. Alors, ça n'a rien à voir avec les dosages qu'on peut voir au Brésil ou ailleurs. Pourquoi ? Parce que vous devez couvrir, et puis à un moment, pour faire disparaître, ça ne disparaît pas, vous n'y allez pas au chalumeau, vous ne passez pas une faucheuse. Donc, il faut pouvoir tout à coup éteindre la plante. Donc vous couvrez le sol pour éviter que ça ravine, les pollutions, etc. Et après, vous venez vous ressemer. Bon, eh bien aujourd'hui, c'est des modèles, c'est à peu près 1% de la France. Et aujourd'hui, à l'époque, Le Foll, et même aujourd'hui le ministre Didier Guillaume, pense que là, il faut continuer de regarder, d'accompagner, de faire en sorte que le principe actif sur le glyphosate, on puisse se remplacer par quelque chose, je dirais, de biologiquement moins impactant, en tous les cas sur lequel on va dire il y aurait plus de danger, mais vous ne pouvez pas tout modifier aussi brutalement, parce que sinon, d'abord, Donc on ne peut pas interdire le glyphosate demain matin, c'est ça que vous nous dites? Voilà, demain matin. Mais il faut travailler. Et on a besoin là-dessus de la recherche publique et privée. La privée, vous allez me dire, c'est les laboratoires, c'est les grands groupes, ok. Mais on a besoin de recherche publique. C'est indispensable, puisque, on va dire, c'est la garantie qu'on ne va pas se faire avoir par les prophètes qui vont vous dire mais non, mais oui, les gens chez Monsanto qui vont nous vendre là ou ailleurs. Moi, je suis pas. Oui, non, je pense que là, il y a un vrai sujet. On le voit dans beaucoup de domaines, donc je pense qu'il faut se fixer des objectifs. Il ne faut pas lâcher,
Mais vous voyez, à l'époque, par exemple, de la mission de Sophie Primas, on avait déjà parlé à l'époque, il y avait Joël Labbé, un écolo du Morbihan. Qu'on a reçu d'ailleurs sur ce plateau. Voilà. Et à l'époque, il demandait effectivement que le conseil de vente aux agriculteurs, comme d'ailleurs aux particuliers, vous ne pouvez pas être fabricant et donner des conseils voilà. d'achat. Ouais. Bon, eh ben, vous voyez qu'il faut un peu de temps. C'est même pas de la mauvaise volonté, c'est que c'est parfois un peu compliqué parce que les circuits sont pas prêts, que parfois les gens vont dire mais attendez, pourquoi on va là avant on allait là. Bon, voilà, il faut s'y mettre. Mais il y a un vrai sujet. Aujourd'hui, pour répondre à ça, vous avez des nouvelles pratiques culturelles, vous avez de la permaculture. Ouais. Il faut comprendre ce que la nature nous a offert et qu'à un moment on a abandonné parce qu'on était dans une agriculture très productiviste. Voilà, il l'a fait en quelle année sa transition, votre frère? Il y a 14 ans. Il y a 14 ans, et alors ça se passe mieux ou moins bien qu'avant? Ça s'est plutôt très bien passé, mais il est comme tout le monde, c'est-à-dire que les 3 dernières années, nous dans nos régions, vous avez les cours qui se sont effondrés et des années catastrophiques. Donc quand vous avez en gros 40% des paysans qui ont moins de 500 € net par mois, alors je le dis aussi pour ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être plus urbains, c'est pas parce qu'ils ont des gros tracteurs, du gros matériel. Vous savez, ces moments sont difficiles. Et dans la dignité de ces hommes, il faut voir qu'aujourd'hui, le taux de suicide, c'est pas pour rien qu'il a plus que doublé. Parce que vous avez une espèce de pudeur qui fait que vous avez le sentiment que si vous n'y arrivez pas, vous êtes mauvais. Et vous gardez votre pudeur et votre responsabilité pour vous-même. Et puis, il arrive les drames qu'on connaît. Ouais. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous, dans le chat, qui nous écoutiez, vous nous disiez dans le chat si vous êtes urbain ou rural. Avec autant de clichés que ça peut avoir, peu importe. Si vous n'arrivez pas à vous définir, c'est pas grave. Mais dites-nous un peu si effectivement vous êtes plutôt urbain. J'aimerais bien le savoir. Mais merci en tout cas de nous avoir partagé le témoignage de votre frère. C'est intéressant de voir comment les agriculteurs vivent les choses. Urbain, rural, périurbain. Urbain, rural, urbain. Alors le chimique, sur revenir au traditionnel mécanique, c'est quand même... alors c'est très compliqué, vous voyez. Parce que, il y avait une question dans le chat sur peut-on revenir à une agriculture mécanique. Si on fait ça, à ce moment-là, on va utiliser beaucoup de carburant. C'est le paradoxe, les gars. Donc là où vous avez en gros, c'est du 100 litres hectares l'utilisation du carburant. Avec par exemple l'agriculture de conservation, vous passez à 30 litres hectares. Si on revient à plus de mécanique, on risque d'être à 120. Voilà, donc c'est intéressant. Non, c'est vachement intéressant. Réfléchissons à tout ça. Effectivement, c'est d'actualité. On a Dan de Lyon dans le chat qui voudrait vous poser une question sur le nucléaire. Pensez-vous qu'il est possible de réduire de 50% l'énergie nucléaire en France et de mettre en avant les énergies renouvelables, comme le propose M. Macron? Bon, il propose. Alors, je vais vous dire, aujourd'hui, il propose rien. Ah bon? Non, il n'avait pas de. Moi, je vous le dis de manière très tranquille. Puis faut être un peu. faut aussi être un peu provocateur. Donc Emmanuel Macron ne propose rien. Non. En matière de nucléaire. Non, mais il n'a rien proposé, on va dire comme ça, on va dire différemment. Il n'a rien proposé en 2017. Il a fait une jolie opération de marketing avec Nicolas Hulot, qui était un homme de réflexion et plutôt de philosophe au service de la cause écologique, qui n'a pas trouvé sa place. Moi, je le regrette, c'est dommage, mais voilà, il faut en tirer, je dirais, les conséquences et les conclusions. Le nucléaire, c'est un choix de la France qui permet. Enfin, je vais essayer de donner les deux aspects. Ça nous permet d'avoir une énergie grandement décarbonée qui nous permet d'être très en force dans la lutte contre les gaz à effet de serre. Alors, il y a le sujet des déchets nucléaires, mais c'est comme si vous parlez du pétrole et des produits pétroliers, on peut aussi dire beaucoup de choses. Donc, il faut intégrer les deux. Réduire de 50%, il faut voir comment. Il faut voir à quel horizon. Quand c'était pour 2025, je crois. Non, mais 2025, c'était à l'époque sous François Hollande. Je pense quand même qu'il faut pas mentir aux Français. C'est pas possible de réduire. Pour 2025, non. Pour plus tard peut-être, mais les remplacer par quoi? Moi, je suis favorable aux énergies propres, renouvelables, etc. Mais je vais aussi dire une chose. Aujourd'hui, ces énergies, économiquement, elles coûtent très cher. Qui est-ce qui paye? C'est le contribuable. Qui est-ce qui s'enrichit parfois? Ce sont les grands groupes. Donc si on veut trouver une place, il faut aussi regarder sur quel modèle on travaille. Et là encore, c'est pas tout blanc d'un côté, tout noir de l'autre. D'accord. Vous appelez un peu à mettre de la mesure dans notre conviction écologiste? Eh bien en fait, je pense qu'il faut de la mesure, mais par contre, une fois qu'on se donne les objectifs, il faut se battre pour les atteindre.
En gros, c'est ça. Moi, je suis pas pour pour le coup, je suis pas pour quelque chose qui serait un peu des objectifs mous. Mais honnêtement, il faut pas mentir parce que si on ment, il faut pas s'étonner que ça décroche. Vous pensez qu'on a menti aux Français par le passé ? En tous les cas, on n'a sûrement pas dit toute la vérité. Les Français se sont mentis à eux-mêmes. Parce qu'ils savent aussi qu'il y a plein de promesses. On l'entend dans les campagnes. Non, mais ça, on savait bien, mais de toute façon, à partir du moment où vous le proposez. Donc, on fait une erreur de proposer des choses inatteignables dans un délai non raisonnable. Ouais. Et les Français, à un moment donné, on les a un petit peu drogués. Il y avait une question de Latix qui vous demande s'il y a une réflexion sur l'après-pétrole. Des chercheurs s'accordent sur le fait que d'ici 2030, des problèmes pourraient émerger. Quand on parle de problème, on parle d'une explosion tellement délirante du coût du pétrole que ça va déclencher des guerres et des... Je ne crois pas qu'en tous les cas que le problème ou le manque, la pénurie de pétrole soit à un horizon aussi proche. Regardez, moi je ne suis pas spécialement favorable, je le dis, mais regardez ce qu'ont fait les États-Unis. À un moment donné, quand les prix soit augmentent, en fait la loi du marché fait que vous allez à ce moment-là chercher, explorer, forer des puits possibles de pétrole que vous n'auriez pas à une époque exploré parce que c'était d'un coût trop élevé ou parce que... Vous pensez qu'on n'a pas encore trouvé tout le pétrole et qu'on peut encore aller... Oui, puis non mais je pense, enfin on voit aussi tout ce qui peut être fait autour de l'hydrogène, enfin etc. Moi je fais confiance à l'intelligence humaine pour mesurer et se lancer sur ce qui peut demain nous permettre à la fois de répondre aux besoins de production de la vie économique et humaine, mais en étant plus respectueux de l'environnement, plus respectueux des ressources naturelles. Vous savez, moi, il y a une chose qui me frappe beaucoup aujourd'hui. Alors, c'est vrai dans les écoles primaires et même dans les lycées, mais c'est la quête de sens de beaucoup de jeunes dans leur parcours universitaire et quand ils démarrent dans la vie. Je pense qu'ils sont comme nous, on a poursuivi un développement peut-être trop aveugle, trop monolithique. Et le nombre de jeunes qui font des césures, qui vont vivre des périples, des expériences dans des organisations non gouvernementales, associatives, c'est génial. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, oui, on veut gagner notre vie, mais on est intelligent. Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement ? Est-ce qu'on ne peut pas donner un peu de son temps ? Est-ce qu'on ne peut pas regarder la manière... Ça vous donne de l'espoir de voir les jeunes comme ça ? Ouais. Mais moi, je vais vous dire, je trouve ça génial. Et je vais vous dire, je pense que c'est aussi parce qu'à un moment donné, on nous a tout interdit. Je prends toujours l'exemple, moi, d'un jeune qui avait même pas 18 ans à Nancy, qui à un moment a fait voler un drone au-dessus de la ville, qui a filmé la place Stanislas, puis qui a mis ça sur le réseau. C'est tout juste s'il n'était pas venu un dangereux terroriste, mais il avait utilisé une faille dans la législation, et donc c'est sûr, après on se dit, ça peut arriver à tout le monde. Mais aujourd'hui, on vous interdit tout, vous n'avez pas le droit de faire ceci, machin. À un moment, le rêve, c'était uniquement d'être fonctionnaire. Aujourd'hui, les jeunes, ils créent, ils ont envie, mais tant mieux, je veux dire, je dis toujours, il faut leur lâcher les bretelles, le risque, ça fait partie de la vie, il faut les aider, il faut les écouter, c'est ça la vie en société, c'est un collectif, alors il ne faut pas permettre tout, parce que vous avez aussi des usurpateurs, donc ceux-là, ils doivent aussi subir les sanctions, mais c'est ça, c'est cette capacité aujourd'hui à redonner, je pense, plus de sens dans notre engagement, dans la vie. Pour moi, c'est un motif d'espoir. Et les enjeux écologiques et environnementaux, ils sont à cette rencontre-là. Tant mieux, vous l'avez dit tout à l'heure dans les marches pour le climat auxquelles vous êtes allés. Il y a une question que j'aime bien de Max qui vous demande, vous n'êtes pas devin, mais comment imaginez-vous la vie en France en 2050 ? Bon, d'abord, premier truc, j'espère être encore là. Ça, c'est la première chose. Toujours au Sénat ou pas ? Oh non, moi je pense qu'il faut, il faut savoir se rendre utile si j'ai la chance d'être en bonne santé. Bon. Mais aujourd'hui, c'est difficile de dire parce qu'il y a beaucoup d'inconnus. Moi, je pense, il y a quelque chose, pour moi, il y a une grande inconnue qui est un espoir, mais qui me pose question et quelque part qui peut faire peur. C'est jusqu'où on va utiliser l'intelligence artificielle et dans quel domaine. Vous redoutez l'intelligence artificielle ? Je pense qu'il faut maîtriser les données et l'intelligence artificielle. D'accord. Sinon, c'est glaçant. Voilà.
Donc ça, c'est un sujet. On ne le sent pas encore. Hein. Enfin, on ne le sent pas encore. Tout le monde en parle, mais on ne voit pas bien les choses. Mais il va se passer des choses aujourd'hui. Regardez d'ailleurs, dans le grand débat national, il y a des algorithmes pour dire ceci, cela. Enfin, on fait des. Moi, j'aime encore bien, si vous voulez. Il faut pouvoir continuer à parler, comprendre, etc. Si c'est des outils de la décision, si tout ça est encadré, ça rend, voilà, ça aide, mais surtout ne pas remplacer. Enfin, moi, voilà. D'accord, ok. Bon, j'ai plein d'autres questions sur tout un tas de sujets qui vous ont été posés, monsieur le sénateur. Je regarde un petit peu. Oui, Andy qui vous demande, le patron de votre parti, Laurent Wauquiez, a récemment proposé dans sa région, en Rhône-Alpes, d'instaurer une charte des droits et devoirs de lycéens. Et s'ils ne respectent pas la charte, les lycéens, ils perdent le pass culture. Est-ce que c'est quelque chose que vous soutenez dans l'idée ? C'est vrai, je crois que j'ai entendu parler de ça il y a quoi, 4-6 semaines. Oui, moi aussi j'en ai entendu parler à ce moment-là. Mais honnêtement, ça me gêne de donner une réponse parce que comment dirais-je ? Vous n'avez pas les éléments. Oui, c'est ça. Enfin, c'est un peu compliqué parce que ça peut donner le sentiment d'avoir un avis éclairé ou tranché sur tout. Parfois, il nous manque quelques éléments. Moi, honnêtement, il y a une chose qui est sûre, tout ce qui permet de donner plus d'accès à la culture, à tous les jeunes, tous les gosses de France, quelque part, ça doit être dans les 2 ou 3 priorités sociétales. Moi, je me bats aujourd'hui, depuis 4 ans, pour mener, vous allez voir, une étude à l'échelle de mon département sur l'école primaire. Quelle est mon idée ? Mon idée, c'est de dire tous les gosses de France doivent être mis dans des conditions d'un égal accès à l'école. Et donc, quand je dis l'égal accès, c'est plutôt dans l'égal accès, alors évidemment avec les enseignants, mais des conditions de travail. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Vous avez des territoires, des villes, mais pas que, où les moyens sont mis pour avoir des bonnes conditions d'épanouissement, d'accès aux pratiques, à la culture, au sport, formation aux premiers secours, nager, enfin, etc. Bon. Et puis vous avez des territoires avec moins de population, parfois des territoires en difficulté, parfois, où c'est très différent. Et pour moi, si on conduit une étude avec l'État et les collectivités, parce que dans une journée d'école, en gros, un gosse, il sort à peu près 10 heures de son domicile avant de rentrer. Il est 5h15, c'est le temps de l'éducation nationale, de l'instruction. Le reste, en gros, les 5 autres heures, c'est les déplacements, la cantine, les activités, etc., multiples et diverses. Et par contre, tout ça est payé par les collectivités. Et le rôle que nous devons avoir ensemble, l'État et les collectivités, c'est de faire en sorte qu'on donne des moyens les plus, équitables possibles et égaux pour que les gosses aient ces chances-là. D'accord. Voilà, pour moi, c'est pareil, ça rejoint donner du sens aux choses. Il y a une question de Nicolas qui vous demande une question sur l'immigration massive des personnes clandestines sur notre territoire. Je pense qu'il ne faut pas d'immigration clandestine massive, c'est évident. Voilà. D'accord. Alors pour le coup, je pense qu'on doit avoir des règles. Il y a des personnes, celles qui, obéissent à certaines règles de droit pour être protégées, etc. La France a toujours été... Sur l'accueil des réfugiés. Mais bien sûr. Okay. On est terre d'asile, ça ne se discute pas. Après, il faut faire les choses proprement, etc. Humainement, on n'est pas des bêtes, on n'est pas des sauvages, quoi. Par contre, toutes celles ou tous ceux qui voudraient venir pour tricher, abuser, etc., si c'est illégal, c'est illégal. D'accord. Voilà, il y a un moment, il faut être... Elle tombe bien cette question parce qu'on a reçu pas mal de questions pour vous dans le cadre des européennes. Par exemple, Dan de Lyon qui vous demande comment est-ce que vous expliquez que La République En Marche et le Rassemblement National dominent largement les intentions de vote aux élections européennes ? On a un problème, d'abord, il y a un émiettement de la vie publique.
Quand je me suis présenté en 2011, je me souviens, j'avais mis dans un de mes documents à l'adresse des maires, c'est la fin de la bipolarisation de la vie politique, la droite, la gauche, pour faire ça. Regardez, ça c'est... Bon, c'était en 2011, c'est allé assez vite. En 2017... Vous aviez été visionnaire à l'époque, parce qu'effectivement, en 2017... Ben voilà, ça m'arrive, j'ai dit la même chose sur les gilets jaunes pour le carburant, où j'avais pris la parole au Sénat dans la nuit du 23 au 24 novembre 2017, en disant au ministre Gérald Darmanin, Monsieur le ministre, avec la taxe carbone, en tous les cas, l'augmentation que vous lui donnez, demain, on risque d'avoir des bonnets rouges. Gérard Larcher a dit, il s'est trompé sur une chose, c'était pas des bonnets rouges, c'était des gilets jaunes. Mais bon, c'est la même chose. Et pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a une fragmentation. Moi, j'avais dit, quand il y a eu les difficultés dans la campagne présidentielle de François Fillon, j'ai dit, c'est une bombe à fragmentation lente. Et c'est exactement ce qui se passe. Vous avez un émiettement de toutes les familles, ou sensibilités politiques classiques, les partis. Le nouveau En Marche, il est en marche, il est en construction, mais il n'est pas solide. Ça repose sur, je ne sais pas si c'est la maison en paille, voilà. C'est difficile. Et donc aujourd'hui, on a une responsabilité qui est particulière. Il y a deux choses. Il y a une partie des Français qui souhaitent, et qui viennent de droite et de gauche, c'est vrai, et puis qui changent, qui souhaitent que le pays soit dirigé, tenu. Et moi, je les entends certains se posant des questions en disant mais comment on sort de ce grand bazar, hein. Enfin, aujourd'hui, ça commence à bien faire, quoi. Et puis, vous avez, malheureusement, quand vous avez ce climat-là, eh bien, vous avez les extrêmes qui prospèrent. Autour des thèmes que vous avez évoqués, je dirais comment on accueille, c'est de la faute de l'autre, enfin, voilà. Et puis, l'absence de réponse et un chômage qui continue d'être préoccupant, un endettement qui est très préoccupant, une fiscalité qui est insupportable. Et donc, on a l'impression que c'est toujours un peu la même musique. Et cette incapacité qui est vécue comme une impuissance, eh bien, certains disent, écoutez, maintenant, ça suffit, on vous a assez entendu. Et malheureusement, je pense que le Rassemblement national est aujourd'hui perçu comme celui qui fait le plus peur. Alors, il n'y a peut-être pas encore suffisamment d'adhésion, mais moi, mon combat, depuis toujours, il est le moins possible. Donc, on a une responsabilité, nous, particulière. Et ça tombe bien, parce qu'on a une question pour vous, spécifiquement là-dessus, de la part de Skimix, qui vous demande comment vous comptez faire pour endiguer la montée du Rassemblement national. Il faut... Pour ça, il faut, comment dirais-je, redonner de l'oxygène au pays, c'est-à-dire, il faut, se désendetter. Pour se désendetter, il faut prendre des mesures courageuses, il faut travailler plus, il faut faire des efforts équitablement répartis. Donc, on aurait dit se serrer la ceinture, se retrousser les manches. Moi, je pense que c'est indispensable. Ça va passer, que ça plaise ou non. Alors, en disant ça, une fois que j'ai dit que ça plaise ou non, mais ça va passer, je pense, par un âge de la retraite qu'il faut qu'on prenne un peu plus tard, parce qu'il y a une logique. Donc les 62 ans, pour vous, ça ne va pas tenir. Bon, il y a un débat en ce moment entre le haut-commissaire à la réforme des retraites et le gouvernement là-dessus. Je vais vous dire, en 2013, j'étais un des derniers à être contre la retraite par points, même dans ma famille politique. Pourquoi ? La retraite par points, c'est quoi ? On dit tout le monde la valeur du point. Mais je vais vous dire, c'est la meilleure manière, c'est un sac d'embrouille. Parce que le jour où vous avez une retraite par points, vous dites, on ne valorise pas le point. Voilà, tout le monde est bernique. Or, aujourd'hui, oui. Mais on ne calcule pas de la même manière l'attribution des points en fonction du type de carrière. Ah non, mais avant d'arriver à ce stade-là, il faut en gros 15 ans. Ouais. Voilà. Or, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut se dire les choses. Dans la retraite, je pense qu'elle pourrait être, moi je vous donne mon point de vue, avec évidemment de la retraite par répartition, c'est la solidarité entre les générations, c'est notre héritage. Mais également par de la capitalisation. C'est-à-dire, vous avez chaque année une garantie supplémentaire, mais ça, il faut la mettre dès qu'on travaille, que vous soyez travailleur indépendant, que vous soyez cadre, etc. Ça va être proportionnel, avec une garantie de revalorisation annuelle et une garantie après, c'est l'assurance retraite. Oui, mais par capitalisation. Oui, pour donner un complément. Mais non, mais pour donner un complément. D'accord. Nous, on a cette chance, on le fait, il y a beaucoup. Aujourd'hui, dans la fonction publique, tenez-vous bien, dans la fonction publique, la retraite complémentaire obligatoire est par capitalisation. Donc, honnêtement, on va arrêter de dire c'est de la gauche, c'est de la droite. Il faut juste mettre les chiffres. D'accord. Et puis avoir un débat serein, objectif. Après, on peut ne pas être d'accord, j'ai pas de souci. Mais honnêtement, il faut se dire la vérité. Il y a Romain qui vous demande comment est-ce que vous expliquez la fuite de personnalités Les Républicains vers En Marche.
Je pense qu'il pense notamment à votre collègue Fabienne Keller, qui était d'ailleurs invitée sur ce plateau il y a quelques semaines et qui est sur la liste En Marche pour les européennes. De toute façon, dans la vie, vous avez toujours des gens qui changent d'avis. Voilà, donc ça fait partie des aléas, des équipes, vous le voyez dans tous les domaines. Là on parle de politique, on le voit dans le sport, on le voit dans beaucoup de domaines. Après, comment dirais-je, il faut voir si l'herbe est plus verte ailleurs, mais je pense que ce qui compte, ce qui doit nous motiver, nous mobiliser, c'est surtout comment on se projette pour contribuer ensemble à redresser le pays. Et pour ça, c'est pas le politique tout seul. Enfin, voilà, il ne faut pas jouer Superman. On a besoin à la fois d'une France qui soit au travail, ça veut dire qu'il faut donner plus d'emplois, et puis donc on a besoin d'entreprises performantes, on a besoin de gagner des parts de marché, on a besoin d'avoir une Europe forte, parce que la France toute seule, même si elle était forte toute seule, elle pèse rien dans le concert du monde aujourd'hui. Ouais. Je comprends. On arrive dans les 10 dernières minutes de cette émission. Ça passe très très vite, mais oui, déjà. J'ai beaucoup de questions qui ont été posées sur vous, sur tout un tas de sujets. Des questions simples. Qu'est-ce que vous pensez du non-cumul des mandats, par exemple? C'est une question de pyramide. Parce que vous l'avez dit tout à l'heure, sans cumul des mandats, on n'aurait pas eu Jean-François Husson sénateur. Si. Bah non. Bah si. Vous avez expliqué que c'est le cumul des mandats qui a fait que vous avez pu. Oui, mais c'était pour être conseiller général. Pour être conseiller général. Moi, je pense que, alors je vais vous dire, je suis plutôt, pour le coup, pas à la mode. Je pense qu'un cumul raisonnable, par exemple, aujourd'hui, je suis sénateur. Je pourrais habiter, il y a un village à 5 km de chez mes parents qui a 5 habitants. Est-ce que vous trouvez normal que le sénateur puisse pas être maire de ce village? Voilà, c'est un exemple. Je pense, moi, en tous les cas, que aujourd'hui, il y avait des abus, c'est-à-dire vous avez quand même des formes de... Vous avez des roitelets dans les territoires. Il y a des formes de seigneurie. Oui. Donc il y a deux sujets. Seigneurie, je ne sais pas, mais... Si, moi je le dis. Enfin, ouais, ça va paraître... c'est tout. De temps en temps, il faut lancer un pavé dans la mare. Donc ça, c'est pas une bonne chose, parce que ça, quelque part, ça bloque... le bon fonctionnement dans les territoires, etc. Mais moi, je pense qu'il y a du cumul. Vous pouvez être adjoint, vous pouvez avoir des responsabilités. Voilà, il faut trouver le bon niveau. Le problème, c'est qu'à un moment, vous avez des problèmes constitutionnels. Donc aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre. On dit il y a trop d'élus. Moi, je veux bien. Demain, je ne sais pas si on va diminuer, parce qu'il y a quand même un peu de mal pour faire sa réforme institutionnelle, l'exécutif. Mais je veux juste appeler une attention. Le jour où vous aurez un peu moins d'élus, vous aurez toujours autant de fonctionnaires. Et surtout, la technostructure sera encore plus forte. CQF2, c'est ce qui se passe en ce moment. C'est ce qui se passe en ce moment. Donc moi, voilà, je ne prêche pas pour moi, je dis simplement à mes compatriotes, ouvrez les yeux, regardez. Faites confiance à vos élus, changez d'élus. Oui, c'est sûr, on devrait plus vite, comme ça avait été prévu, regrouper les compétences région-département. Je le pense. Voilà. Mais il faut quand même se dire que vous ne faites pas du jour au lendemain réduire de 15% le nombre de fonctionnaires. Il faut que ça puisse partir. Voilà. À ce sujet-là, il y a Blaisou qui vous demande pour ou contre l'augmentation du volume des agents contractuels dans les 3 fonctions publiques. C'est une proposition du gouvernement qui est en discussion à partir de cette semaine. C'est un vrai sujet puisque globalement, la logique, c'est d'être fonctionnaire, c'est un changement de statut. Donc ça, je pense que ça pose question. Et en plus, dans certaines fonctions publiques, les agents dits de catégorie C, donc qui ont les revenus les plus faibles, qui n'ont pas forcément les meilleurs parcours professionnels et de formation, je crois que cette qualité de vie au travail, ce parcours, ce management de la ressource humaine, je recevais quelqu'un, parce qu'il va y avoir une réforme de la fonction publique qui arrive ce matin d'une grande mutuelle nationale territoriale, comme ça vous voyez à peu près laquelle ça peut être, mais moi ça m'intéresse. Oui, il n'y a pas de délit de sale gueule, il n'y a pas de sale boulot. Oui, je ne suis pas toujours d'accord avec, je l'ai dit, la technostructure, les hauts fonctionnaires, parce que ça me fatigue, parce qu'ils nous prennent, nous, ils disent, de toute façon, les élus, ils dégagent. Nous. Quand on est élu, on a aussi une responsabilité, on doit avoir cette aptitude à proposer du changement, et puis quand le changement il marche, on doit aussi obéir aux nouvelles majorités. La vraie bagarre, elle est là. Moi, je vous donne mon sentiment. Je comprends. Il y a une question de Le Vegan qui vous demande qu'est-ce que le sénateur pense du RIC, le référendum d'initiative citoyenne? Moi, je pense que c'est pas une bonne idée. Ah ouais? Non. Pourquoi ça? Parce que c'est une espèce de porte ouverte à tout. Par contre, parce que j'ai un peu regardé, au début d'abord, il s'appelait même le Ricard.
Voilà, donc, on a... Le Ricard. Oui, oui. ARD, c'était alors le A, je ne sais plus, républicain et démocratique, ça fait non, mais c'est quand même c'est surréaliste, voilà. Bah oui, bon. Oui, non, moi je suis pour le Ricard, mais pas pour voilà, je m'intéresse à tout. Non, je pense que par contre, on doit développer, je dirais, la concertation, la consultation, l'association des parties prenantes plus souvent. Alors, elle a tendance à se faire au niveau local, elle ne se fait pas assez au niveau national. Donc, il faut ouvrir des pistes, ça c'est évident, sur des grands sujets. Par exemple, moi je pense que sur les sujets de bioéthique, mais je vous le dis, même moi aujourd'hui, enfin, il y a des sujets sur lesquels je suis un peu plus compétent que d'autres, et il y en a où j'ai besoin d'entendre, de comprendre, d'avoir des avis opposés, d'entendre des spécialistes, d'avoir des retours d'histoires vécues, de difficultés. Sur la bioéthique, en l'occurrence, il y a une démarche particulière de concertation. Oui, enfin, il y en a une, mais je pense que... C'est le bon exemple, du coup. Mais c'est pour ça que je le prends, mais je pense qu'il faudra aller plus loin. Alors après, c'est parfois difficile sur ces sujets, parce qu'on n'a pas forcément les connaissances, la culture, on a peur, on n'y va pas. C'est comme... le grand débat, c'est ça. Le grand débat, Vous avez une partie des Français qui s'en désintéressent. Bon, comment on essaie de mieux comprendre ce qui se passe ? Quand les gens ne s'expriment pas, il faut essayer de trouver les moyens d'aller à leur rencontre et surtout de trouver, je dirais, le bon niveau de dialogue. C'est-à-dire... il faut voir quels sont les indicateurs, bons ou mauvais, pour pouvoir parler à ces gens-là et les amener à parler avec nous. Mais vous savez, il y a, de ce côté-là, il y a une chose, vous prenez sport et culture. Le sport, c'est-à-dire le sport, c'est comme la culture, c'est l'école de la vie. Vous avez beaucoup de gens qui pratiquent le sport. Et là, vous avez des catégories sociales qui sont... très mélangé dans les stades, enfin, vous voyez bien, les ultras, enfin, on est parfois surpris quand on voit le niveau de responsabilité de certains ultras dans la vie professionnelle. Donc, il faut être très à l'aise. Et moi, je crois qu'il y a un vrai boulot à faire là-dessus. Moi, je ne comprends pas la violence dans les tribunes, par exemple, de foot. Ça fait 40 ans que même 50 ans que je suis l'AS Nancy-Lorraine. Avant, c'était des mots choisis. Ouais. Voilà. Aujourd'hui, c'est des grossièretés, des violences. Moi, je comprends pas. Et donc, je pense qu'il faut dialoguer avec ces ultras qu'on trouve. Et il faut trouver une autre manière de remettre un aspect festif. Par exemple, je vais vous dire, pourquoi à Lens, quand vous êtes au RC Lens, c'est la fête pendant 90 minutes même, et que dans d'autres stades, vous avez plus souvent des violences. Je suis désolé, mais on a un petit problème de société et on doit être capable, dans nos territoires, de travailler là-dessus. Et ça va être ici une fédération de foot. Pourquoi au rugby, pour l'instant, ça se passe mieux ? C'est un autre état d'esprit, ça tient sûrement à beaucoup de choses. Et parfois, vous avez bien, dans une même région, un club de foot où il y a des ultras avec les excès, et le rugby où tout se passe bien. Et la culture et le sport, c'est là où on voit que c'est des vecteurs qu'il faut aujourd'hui davantage utiliser, parce qu'ils sont porteurs de valeurs, celles qui font qu'on a envie de faire France ensemble. D'accord. On approche de la fin de cette émission, il ne nous reste que 2 minutes. Merci beaucoup, monsieur le sénateur, d'être venu. Si vous avez des dernières questions, c'est le moment. Il y en a beaucoup qu'on n'a pas pu aborder, mais on a quand même eu beaucoup le temps de parler notamment d'environnement. C'est un sujet sur lequel vous vous engagez énormément. Je regarde un petit peu. Oui, il y avait une question à propos de la bioéthique. Vous avez pris ça comme exemple. Blaisou qui vous demande votre position par rapport à la GPA, la gestation pour autrui. Je veux dire, elle n'est pas très stable. Il y a un moment où j'ai du mal à voir jusqu'où ça peut aller. Ok. Bon. Écoutez, on verra pour la suite. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus sur le chat. Il y avait une question sur le métal. T'as dit gestion, j'aurais dit gestation. Ah pardon, j'ai dit gestion. La gestion pour autrui, merde. Rien à voir. Que pensez-vous de l'hôpital public ? Ça, c'est une question un peu longue. Ça me paraît compliqué en 2 minutes. Fraude, évasion fiscale, oui, c'est une question que j'ai vue, effectivement, on n'en a pas parlé. Sujet. Fraude, évasion fiscale, c'est un vrai sujet. Nous, il se trouve qu'à la Commission des finances du Sénat, notre rapporteur général, Albéric de Montgolfier, a expliqué que là, on a du boulot. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Le diagnostic, on le connaît, sur l'évasion fiscale. Ouais, quelques milliards. Oui, quelques dizaines de milliards. Donc là, il y a un vrai sujet. Parce que ça profite en général à une minorité. Alors c'est plus facile, on arrive à évaluer. Après, c'est parfois un peu plus compliqué, mais il faut lutter. Enfin, je pense que ça rejoint cette à la fois soif de justice qu'attendent les Français. Ouais.
et finalement, je dirais, d'égalité ou d'équité. Voilà. D'accord. Oui, il y avait une question, effectivement. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique ? Vous écoutez du métal ou pas ? Non. Parce que vous êtes c'est pour ça. Mais oui, c'est pour ça, parce que vous êtes le président du groupe d'amitié France-Finlande. Or, la Finlande, c'est quand même un pays dans lequel il y a beaucoup de métal. Ah ouais, mais non, je suis alors un grand pan de la culture finlandaise. Musicalement, je suis nul. En général, enfin, bon, je ne vais pas raconter ma vie, mais sinon ce serait à mourir de rire. Mais la Finlande, c'est un pays magnifique. C'est un pays magnifique parce qu'il a cette préoccupation d'une société très proche de la nature et de l'environnement. Les Finlandais ont une tradition, c'est d'aller au bord de leurs étangs et lacs, dans des petites maisons type chalet, tous les étés. Honnêtement, c'est un pays qui respire. Alors, il est immense, et en fait, il y a un triangle au sud qui concentre 90% de la population. Ouais. Mais c'est un pays qui, que je trouve merveilleux. Charles dans le chat qui dit c'est vrai, la Finlande c'est exceptionnel. Eh ben merci beaucoup. Merci Jean-François Husson d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci d'avoir posé toutes vos questions. Merci à Public Sénat avec qui nous faisons cette émission avec plaisir tous les mercredis. La semaine prochaine, ce sera Hugo qui recevra je sais pas qui. On vous l'annoncera sur les réseaux sociaux, bougez pas. Mais il y aura bien un sénateur ou une sénatrice qui sera là mercredi prochain. J'en profite pour vous annoncer que le 17 avril prochain, on reçoit le président du Sénat en personne, Gérard Larcher, qui viendra répondre à vos questions. On est très content de vous proposer ça avec Public Sénat. Vous retrouvez demain Party Time à 14h30 sur Acropolis. D'ici là, passez une bonne soirée. À très bientôt. Ciao.